Eh bien, merci beaucoup et merci de me donner la possibilité de vous présenter ce travail. Je précise que je ne suis pas géographe. Non, mais c'est comme c'est en France, entre les urbanistes et les géographes, c'est toujours une histoire très compliquée. Donc voilà. Bref, ce que je vais vous présenter, c'est un travail de prospective territoriale que je n'ai pas réalisé toute seule. Hein. Je ne suis que le porte-parole d'une équipe dont les noms sont présentés sur cette diapositive. Et donc, juste pour fixer un cadre de la réflexion que je vais vous présenter. Donc, notre exercice de prospective, il se réalise dans un cadre assez classique hein, de la prospective, en particulier socio-écologique ou territoriale, où l'on estime que finalement, faire de la prospective, c'est croiser à la fois une forme de déterminisme, parce qu'on va se baser sur des données, des connaissances scientifiques, qu'on va aussi introduire dans cet exercice de prospective, en particulier dans la scénarisation, dans la définition des trajectoires, du hasard et des aléas, donc faire un effort d'imagination, puisqu'on ne prédit rien du tout. Hein. On essaye d'imaginer un possible futur, enfin quelque chose de cohérent qui pourrait se prendrait place dans le futur. Et puis, il y a une troisième dimension qui est la liberté, c'est-à-dire que dans cet exercice de prospective, on exprime une forme de volonté, on va faire des choix normatifs. Par exemple, on va décider, je ne sais pas moi, qu'on sort des combustibles fossiles. Bon, ben ça, c'est un choix normatif et qui fait partie des hypothèses structurantes, enfin, pas forcément ici, mais qui peut faire partie d'hypothèses structurantes d'un exercice de prospective. Et donc, ce que j'ai coutume de dire quand j'expose ça aux étudiants, c'est que c'est une forme d'imagination sérieuse, au même titre qu'il y a des jeux sérieux. Ben, on peut essayer de sérieusement imaginer des trajectoires, des scénarios qui sont informés par les recherches scientifiques, par les experts, par les acteurs, etc. etc. Alors, la prospective socio-écologique, elle fait l'objet de nombreux travaux. On en a déjà parlé d'ailleurs lors du le premier jour. Je ne vais pas reprendre, vous donner des exemples, mais ce que l'on voit dans les travaux, dans la plupart des travaux, même si on pourra toujours trouver certains travaux qui s'en écartent, c'est que beaucoup sont inscrits dans le régime dominant. Par exemple, pour la France, si on prend les scénarios de l'ADEME, ils ne bousculent pas vraiment les cadres politiques et économiques, même s'il y en a un qui est plus volontariste que les autres. Ou bien, dans d'autres cas, certains vont être inscrits dans la narration de cette trajectoire, de ce futur, mais sans forcément en faire une évaluation plus quantitative, plus froide, si je puis dire. Ou bien, on a des travaux qui sont des travaux, plus que d'être des travaux de prospective, qui sont des travaux de simulation, qui vont dire, bon, bah, et si on était tant d'habitants, et si on consommait tant, ça ferait combien d'émissions de gaz à effet de serre? Donc là, il faut appliquer des modèles. Enfin, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais on ne va pas chercher à savoir comment ceci pourrait advenir et qu'est-ce que ça va signifier en termes socio-écologiques. Et puis, peu de ces scénarios sont territorialisés. Alors, certains se déploient à l'échelle planétaire, d'autres à des échelles nationales. Bon, on pourrait peut-être citer un qui est territorialisé et qui est non conventionnel, c'est celui de l'Institut Momentum, l'Île-de-France après l'effondrement, que certains d'entre vous connaissent peut-être, mais qui, lui, ne présente pas de trajectoire. Il nous donne une situation. Bon, on comprend qu'il s'est passé des trucs, pas super, mais on ne sait pas comment ça s'est passé. Voilà, donc nous, on a travaillé dans ce cadre-là, en se posant une question très triviale, mais à laquelle nous ne savons pas répondre non plus, hein, qui serait comment aller vers la soutenabilité socio-écologique, donc en croisant ce dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, hein, plafond environnemental et plancher social. Et ce qu'on voulait essayer de faire, c'est définir le champ des possibles. Jusqu'où on peut aller dans la transformation des sociétés, dans la transformation de leurs relations à la nature, à l'environnement, à la zone critique, à l'horizon 2050, avec un certain nombre d'hypothèses structurantes. La première, comme je l'ai sous-entendu, la nécessité de sortir du régime dominant, puisqu'il semble que tout ce que nous montrent les exercices de prospective qui s'inscrivent dans ce cadre, c'est que ça ne passe pas, ou ça passe très mal. Deuxième hypothèse structurante, c'est que si on veut réfléchir à ces questions, eh bien, il faut
avoir une approche politique, mais pas au sens des politiques, savoir si on fait, je sais pas quoi, moi, le zéro artificialisation nette et comment on le fait, ou si on met en place une taxe carbone, etc., etc. La politique au sens le plus strict du terme. Troisième hypothèse structurante, ça, dont on a déjà beaucoup parlé, qui est celle de la sobriété comme nécessité. Et puis, enfin, l'idée selon laquelle il faut prendre au sérieux la question technique si on veut sortir du technocentrisme. C'est-à-dire que le technocentrisme implique certaines formes de technique, et surtout de technologie d'ailleurs, et peut avoir des réponses, des alternatives techniques, mais qui seraient de nature complètement différente. Je ne vais pas avoir le temps de détailler tout ça, bien sûr, mais c'est un peu l'esprit dans lequel on a travaillé. Et donc, ce travail, il porte sur le bassin Seine-Normandie, alors pour une raison très simple, qui est qu'il a été réalisé dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle le PIRENSEN, donc le programme interdisciplinaire de recherche sur le bassin de la Seine. Bon, donc on travaille sur le bassin de la Seine. Cela dit, les simulations qui ont été faites aussi à l'échelle nationale et pour certaines d'entre elles à l'échelle européenne pour voir si ça passe. Parce qu'il y a des choses qui peuvent passer dans le bassin de la Seine et pas forcément passer en PACA, par exemple, en Provence-Côte d'Azur, parce que ce n'est pas les mêmes conditions pédoclimatiques. Et donc, les vérifications ont été faites. Mais ce dont je vais vous parler maintenant va traiter du bassin de la Seine. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on a procédé pour réaliser cet exercice de prospective ? On est un petit groupe de chercheurs, donc vous avez vu les noms. C'est un travail de longue haleine qui a pris plusieurs années, donc le périmètre du groupe a pu changer dans le temps, mais on est entre 8 et 10 de disciplines très variées, donc biogéochimie, agronomie, urbanisme, aménagement, socio-écologie, prospective. On a travaillé aussi avec des groupes d'étudiants qui ont la grande qualité d'avoir une imagination parfois beaucoup plus débordante que la nôtre, ou en tout cas, ils osent avoir une imagination plus débordante que la nôtre. Donc, vous avez leur nom ici. Et donc, c'est un travail, contrairement à certains exercices de prospective qui se font dans des territoires avec les acteurs de ces territoires. Là, c'est un travail qui a été réalisé par le groupe de chercheurs, mais qui a été, bien sûr, comme je le disais, informé par de très nombreux entretiens auprès d'experts, d'acteurs, de nombreuses visites de terrain, etc., et qui a été régulièrement soumis à nos collègues du PIRENSEN et à tout l'écosystème, si je puis dire, du PIRENSEN lors des colloques annuels de ce programme de recherche, et puis aussi à des experts, à des scientifiques lors d'événements dédiés. Bon, sur la droite, vous avez quelques-unes des productions, mais il n'y a pas la dernière que je vous montrerai après. Alors maintenant, je vais venir à ces scénarios et à de quoi est-ce qu'ils causent et qu'est-ce qu'ils contiennent. Alors, ces scénarios, ils sont au nombre de 2 et ils ont été élaborés successivement. Donc, je vais commencer par le premier en vous en donnant les grands principes structurants. Le premier scénario, la flèche rouge là qui descend, elle signifie qu'on a raisonné dans ce sens-là. Vous verrez que pour celui d'après, on a raisonné dans l'autre sens. Donc ce premier scénario, qui s'appelle les villes en leur bassin, c'est un scénario qui au départ était un scénario uniquement agri-alimentaire. C'est-à-dire que, j'ai oublié de le dire, mais un des objets du PIRENSEN, c'est des questions de qualité de l'eau de la Seine. Et comme vous le savez probablement, la Seine a beaucoup de problèmes de qualité, mais que l'agriculture est très déterminante dans cette affaire, d'où la focalisation sur ce système agri-alimentaire. D'ailleurs, le premier nom de ce scénario, c'était « Autonome, reconnecté, demi-tarien ». Je vais expliquer ça dans quelques instants. Et donc, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que si on transformait le bassin de la Seine du point de vue de son système agricole en polyculture élevage biologique, d'une part, et si d'autre part on divisait par 2 la quantité de protéines animales consommées par les habitants du bassin, qu'on a appelé le régime demi-tarien, est-ce qu'on pourrait nourrir les habitants du bassin, voire est-ce que l'on pourrait continuer à exporter de la nourriture? Donc là, c'était une question qui renvoie, comme je le disais tout à l'heure, à un exercice de simulation. On ne cherche pas trop à savoir comment on peut en arriver là.
on regarde, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? La réponse à cette question viendra plus tard. Et donc, assez rapidement, quand même, on s'est dit, oui, mais enfin bon, si le système agroalimentaire change, il y a plein de choses qui changent, forcément. Et donc, on s'est dit, forcément, la structure urbaine va changer. On ne peut pas imaginer un système complètement métropolisé qui reposerait sur ce type d'agriculture. Donc, on a commencé à réfléchir, finalement, à ce que serait l'occupation du territoire et en se disant que ce qui allait bien avec ce principe, c'était un retour vers les villes petites et moyennes et une société plutôt tournée vers la mise en valeur de ressources locales, que ce soit des ressources matérielles ou des ressources immatérielles. Et donc, on imagine là qu'on a un repeuplement relatif, en particulier de l'aval, mais surtout de l'amont du bassin, qui aujourd'hui est en phase de très forte décroissance. Voilà. Et puis, autre chose importante, j'ai parlé de sobriété. Donc, progressivement, on a ajouté ces briques en se disant, si les gens mangent différemment, si l'agriculture change, ça veut dire que cette notion de sobriété, elle doit s'imposer. Elle s'impose probablement partout. On ne va pas juste changer un truc et laisser le reste de la même façon. En termes de politique sociale, économique, ça semble peu crédible. D'où l'introduction donc, des modes de consommation et finalement en se disant que cette perspective de la sobriété, elle se plaçait plutôt dans une stratégie de renoncement par rapport au référentiel actuel. Donc ça peut renvoyer à la discussion qu'on a eue dans l'atelier sur le droit hier. C'est plutôt la perspective négawatt, ça, qui consiste à dire, il y a des consommations qui semblent complètement extravagantes, on pourrait les supprimer. Il y en a d'autres qui sont tout à fait indispensables, on va les conserver et on va chercher un équilibre entre l'extravagance et l'extrême frugalité. Et donc, ça s'incarne aussi dans des principes techniques. Sobriété, je l'ai dit, faible extractivisme, donc une société qui s'inscrit de plus en plus dans les cycles biogéochimiques, dans la renouvelabilité des ressources, et aussi quelque chose d'important qui est la réduction de ce qu'on appelle l'interface technique. Alors, l'interface technique, au sens de Gérard Chazal, qui est un philosophe des techniques, c'est en gros, si je le schématise à l'extrême, tout ce qu'il y a entre nous et ce que nous cherchons à attraper. Par exemple, ce qu'il y a entre moi et l'eau, c'est un robinet, certainement, un évier, un lavabo, mais c'est aussi une infrastructure considérable, c'est une station de traitement de l'eau potable, c'est des services de distribution, c'est des professions, c'est des normes, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, l'interface technique, elle est très épaisse, elle est très opaque, et en plus, elle a une certaine forme d'autonomie. J'ai peu de prise sur cette interface, à part ouvrir et fermer le robinet. Et donc, ce qu'on imagine dans ce scénario, c'est que cette interface se dégraisse, si je puis dire, comme on dégraisse le mammouth, là, comme disait l'autre. Vous vous en souvenez, hein? Il nous a dit ça. Là, ça pourrait être intéressant et utile. Et donc, avec des systèmes techniques qui sont des systèmes techniques hybrides, comme on en voit un peu aujourd'hui, mais surtout dans les Suds, en fait, plus qu'au Nord, qui associent des réseaux assez classiques avec des circuits courts. Là, je parle des réseaux techniques au sens des réseaux physiques, hein, voire un peu de hors-réseau. Et puis, tout ça, c'est bien joli, mais on a bien dû se dire que pour que ce genre de choses arrive, comme je le disais tout à l'heure, hein, on peut difficilement le faire avec, je ne sais pas moi, Emmanuel Macron, président de la République, et son Premier ministre, dont je ne citerai pas le nom, mais que par conséquent, ça signifiait qu'on était dans un système politique autre, et que ceux qui sont... Enfin, encore une fois, tout ça est informé par des lectures, etc., etc. Hein. On s'imaginait que ce qui pouvait bien rentrer en résonance et en cohérence avec ces différents principes plutôt, ce serait un écosocialisme fédéral avec une démocratie locale accrue, mais malgré tout, une forme de planification de l'allocation des ressources naturelles, une solidarité interrégionale. Et finalement, tout ça amène à... finalement, on se dit tout ça, ça veut dire que les sociétés humaines ont un rapport à la nature qui est peut-être un peu différent de celui d'aujourd'hui, ou qu'on voit une amplification de certaines revendications actuelles. Et alors, normalement, ce n'est pas un petit A qui est tout en bas, c'est une flèche, mais elle s'est transformée en A, puis le truc, il est en gras.
Et donc, le slogan qui incarnerait ce scénario, ça serait « Nous défendons la planète pour les générations futures ». Et ça serait un peu ce qu'on pourrait appeler de la durabilité forte ou authentique au sens du vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui. Donc voilà, donc du coup, on est parti d'une question très biogéochimique, très quantitative, pour finalement arriver à se dire il faut qu'on arrive à intégrer dans notre réflexion l'ensemble de ce qu'est cette société. Alors, bien sûr, ce n'est pas que le bassin de la Seine qui est comme ça dans cette histoire, c'est au moins la France, voire l'Europe, etc. Mais encore une fois, après, l'application qu'on fait, c'est à l'échelle du bassin de la Seine. Ensuite, on s'est dit, oui, mais en fait, ce qu'on observe sur le terrain, et certains d'entre nous dans le groupe, c'est... bon, ma phrase n'est pas cohérente, donc je recommence. Ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'il y a des tas d'initiatives, des groupes, des collectifs, des communautés qui se construisent et qui essayent de mettre en place des modes de vie complètement alternatifs. Ben, ça renvoie un peu à ce dont on a parlé hier après-midi avec l'intervention de Geneviève Pruvot, qui donc sont dans un modèle politique et économique au sens où je le dirai tout à l'heure, complètement différent. Est-ce que, et puis dans le groupe que nous formons, il y a des gens aussi qui sont plutôt dans cette tendance politique. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on peut aussi travailler un scénario donc beaucoup plus alternatif que celui que je viens d'exposer et qui finalement rendrait compte d'une forme de généralisation de ce que l'on observe de façon très ponctuelle ou en tout cas très essaimée à l'échelle internationale. Et c'est ça qui nous a amené à élaborer ce deuxième scénario, donc on a appelé post-métropolisation. Et alors pour celui-là, on a raisonné plutôt dans l'autre sens. Enfin, je simplifie un peu parce qu'on a raisonné un peu surtout à la fois en s'engueulant un peu quand même aussi au passage. Mais on est plutôt parti de principes politiques et socio-écologiques, pourrais-je dire, pour arriver à des principes de nature technique sur l'usage des sols, sur la répartition de la population, etc. Et donc, dans ce scénario-là, donc si je pars cette fois-ci du bas, l'idée, c'est plutôt qu'on est dans une perspective de construction de nouveaux rapports à la nature qui serait incarné par un autre slogan qui serait cette fois-ci « Nous sommes la nature qui se défend » et donc une forme de solidarité du vivant qui serait prégnante dans ce nouveau modèle de société. Et ça serait accompagné d'un système politique, alors là, pour le coup, qui s'écarte complètement de celui que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'on a imaginé une forme de municipalisme biorégional qui est fondé sur la démocratie directe, sur l'abolition de la propriété privée, au profit des biens communs, des droits d'usage, avec tous les problèmes que ça pose et dont on a discuté de nombreuses fois. Voilà. Et donc, à partir de là, on peut dérouler. Donc, on arrive finalement à des principes techniques qui sont encore plus, qui s'écartent encore plus de ceux d'aujourd'hui, avec une sobriété très forte, avec une interface technique qui devient de plus en plus mince, ce qui fait qu'on est dans une perspective, pour employer d'autres termes, low-tech ou de techniques appropriées, avec beaucoup de techniques passives ou hors réseau. Donc, encore une fois, on s'écarte du système actuel, avec des modes de consommation aussi qui sont extrêmement différents en ce que, dans le scénario précédent, comme je vous le disais, on est dans cette idée de renoncement. On se dit, bon, ok, ça, on ne va plus le faire parce que franchement, c'est trop. Là, ce qu'on a imaginé, c'était qu'on était plutôt dans une perspective de choix collectif de ce qu'on allait consommer. Donc, sans se baser sur un référentiel actuel, qui consiste à dire je pars d'aujourd'hui et j'enlève des trucs, mais plutôt en partant d'une table vide, en quelque sorte, et en se disant qu'est-ce qu'on va mettre sur la table et de quoi avons-nous besoin et que décidons-nous collectivement. Alors ça ne veut pas dire que ça se décide de façon simple, hein, ça s'engueule beaucoup. Nous, on s'est engueulés, mais aussi ils s'engueulent quand ils décident tous ces trucs-là. Mais bon, ils arrivent à une forme de consensus. L'économie reprend son sens initial de gestion de la maison, ou si je reprenais le vocabulaire d'hier, de gestion de la maisonnée. Et donc, en termes d'usage des sols, en termes d'agriculture, on a aussi des transformations majeures,
avec une diminution de la surface agricole utile au profit de la forêt et de nouveaux espaces qu'on a appelés espaces de féralité, c'est-à-dire espaces dans lesquels on est dans une situation d'ensauvagement. Et puis, une répartition de la population qui fait que le bassin de la Seine perd de la population, pas parce que les gens meurent, mais tout simplement parce qu'ils vont habiter ailleurs. Et cette répartition, on l'a imaginée à l'échelle européenne. Et donc, les vérifications, après, ont été faites à l'échelle européenne. Et on se trouve dans un système d'agroforesterie, polyculture, élevage biologique, et 3 fois moins de protéines d'origine animale. Bon, je vous passe la trajectoire, je vous en parlerai si vous le souhaitez. Donc ça, ce sont les résultats en termes agricoles et en termes de flux d'azote. Donc à gauche, c'est la référence actuelle de ce qui se passe dans le bassin de la Seine en termes de circulation de l'azote. En haut à droite, c'est le scénario les villes dans leur bassin. En bas à droite, c'est le scénario post-métropolitain. En allant très vite, ce que vous pouvez voir, c'est que les flèches sont de plus en plus fines. Donc ça veut simplement dire que la consommation et les pertes d'azote sont de plus en plus faibles. Mais surtout, ce que l'on ne voit pas bien sur ce tableau, c'est que les 2 scénarios passent en termes d'azote. Ce que je veux dire par là, c'est que ce soit avec le scénario ville dans leur bassin ou le scénario post-métropolitain, le bassin de la Seine se nourrit lui-même. Dans le premier cas, il exporte, certes beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais il exporte quand même. Dans le second cas, on a constitué une réserve de 30%, soit pour solidarité interterritoriale, soit pour solidarité interannuelle. Et là aussi, ça passe en termes alimentaires. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité de ce type d'approche pour le bassin de la Seine. Encore une fois, on l'a vérifié à l'échelle nationale. En termes d'énergie, alors ça, c'est une chose qu'on a rajoutée par la suite. On a essayé de voir, est-ce que ça passe? Est-ce qu'on peut vivre, par exemple, dans le bassin de la Seine, avec les principes que j'ai énoncés et en ayant assez d'énergie? Et donc, les consommations énergétiques, vous les voyez en haut à gauche, avec la référence actuelle. Pour les villes dans leur bassin, on a pris comme source d'inspiration le scénario négawatt qui nous semblait assez conforme au type d'hypothèse qu'on avait faite, comme je l'ai déjà mentionné. Pour le scénario post-métropolisation, on a utilisé un travail de Millward Hopkins, Steinberger et d'autres qui ont fondé cette estimation sur ce qu'ils appellent les conditions de vie décentes. Sachant que les conditions de vie décentes, ce n'est pas des conditions de vie amish, là, comme on l'a dit hier, parce que c'est quand même 50 litres d'eau par habitant et par jour, 44 kilos de linge par habitant et par an. En France, actuellement, c'est 10, donc c'est 2 fois moins, d'accord, mais c'est quand même significatif. Et donc, voici les quantités d'énergie que l'on doit fournir avec ces scénarios. Et ce que l'on a pris comme hypothèse, c'est que pour les villes dans leur bassin, bien sûr, on abandonne le nucléaire. On a un peu d'énergie fossile qui vient en appui, en particulier pour un certain nombre de services pour lesquels on sait qu'il ne faut pas qu'il y ait d'interruption de service. Et dans le post-métropolitain, on est complètement sorti des fossiles et des fissiles. On a réintroduit la traction animale et on assume une forme d'intermittence de certains services. Ce que montrent les simulations qu'on a faites, c'est que les 2 scénarios passent aussi en termes de fourniture d'énergie à l'échelle du bassin. C'est-à-dire que le bassin peut fournir suffisamment d'énergie pour qu'on arrive à ces niveaux de consommation. Ça donne ça, mais je n'ai pas le temps de vous le détailler. Mais vous voyez que les flèches sont beaucoup plus petites au fur et à mesure qu'on avance. Pour incarner un peu tout ça, ce que l'on a fait aussi, c'est qu'on a fait des récits de vie pour les deux scénarios. Alors là, j'ai juste mis ce que mangent nos 2 protagonistes, donc Samir qui est dans le scénario Les villes dans leur bassin et Rose dans le scénario post-métropolisation, et puis ainsi que leur emploi du temps, avec, bien sûr, comme on le voit toujours quand on réfléchit aux alternatives, une des variables principales, c'est le temps, à la fois le temps passé à chaque activité, mais aussi la très grande diversification de l'emploi du temps que nécessitent ces modèles, surtout pour le modèle post-métropolitain. Et puis une autre chose, je n'ai pas trop le temps de rentrer dans le détail, mais finalement, on a aussi une différence importante, c'est que
Dans le scénario de gauche, on a moins de travail classique au sens où Samir, il travaille pour la métropole parisienne, mais vous voyez qu'il n'y est pas 5 jours sur 7. J'y suis presque. Alors que si vous regardez Ross, vous verrez que son emploi du temps, il est beaucoup plus variable et il est fait de ce qu'on a appelé des activités plutôt que du travail. Voilà, j'ai fini. Et tout ça pour vous dire que c'est fini et que je vous remercie de votre attention. Et que si vous voulez en savoir plus, c'est là.